dans le Val-de-Marne cast, le 56 cast numéro 94. Et cette fois, c'est pas Erwan qui est en folie, mais c'est moi, 9-4 représente. Voilà. Bon, c'est gênant. Vivant que c'est servi, ça c'est sûr. Il y a un compte Twitter maintenant, c'est Malaise TV, il va falloir faire gaffe. Arrête, ils vont nous balancer maintenant. Oui. Personne n'y aurait pensé. Aujourd'hui, on invite Valérie Schaffer, chercheuse au CNRS. Bonjour et bienvenue et bonne année. Qu'on avait déjà invitée pour les plus vieux d'entre vous. Vous vous souvenez, en 2013, on avait parlé de neutralité du net. Et cette fois-ci, c'est pour autre chose. C'est parce que en 2016, c'est l'an dernier, c'est 2016, c'est ça. Vous avez coordonné, chapeauté, dirigé, je ne sais pas comment on dit, un projet qui s'appelle ASAP sur l'archivage de, si j'ai bien compris, tout ce qui s'est dit sur Internet après les attentats de 2015. On va y revenir, oui. Ouais. Alors, déjà, bonjour Camille, bonjour Erwan, et bonne année également. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver après quelques années. Effectivement, les plus vieux s'en souviennent peut-être. On a tous peut-être un peu vieilli aussi, mais en tout cas, voilà. Je suis très heureuse d'être là. Et oui, on va parler donc du projet ASAP. Alors, j'ai pas coordonné l'archivage, puisque ça, c'était de la responsabilité, on pourra y revenir, de la Bibliothèque nationale de France et de l'Institut national de l'audiovisuel, qui sont tous les deux en charge en France du dépôt légal du web depuis 2006 et qui ont pris l'initiative au moment des attentats de janvier et de novembre 2015 de lancer des collectes d'urgence du web et de Twitter, des réactions et des événements effectivement aux attentats. Et le projet ASAP, il est venu après pour se pencher, on va y revenir, sur ces archives. D'accord. Et donc c'est l'initiative, donc elle vient de l'INA et de la Bibliothèque nationale de France, de la de la BNF. Et comment ça s'est pris déjà à quel moment? Parce que cet archivage, il doit justement se faire ASAP. Je pense que ça vient de là. Mais il y a une sorte d'urgence à ce moment-là. La décision de mettre ce projet en place, ça est arrivé à quel moment? Alors. Effectivement, il n'y a pas, enfin, un attentat n'est pas prévu. Il y a des collectes d'urgence qui sont prévues dans les dispositifs, notamment de la Bibliothèque nationale de France, qui va chaque année archiver les 4,5 millions de domaines qu'elle a l'habitude de collecter en France ou autre, mais qui va aussi tous les jours lancer des collectes d'archives du web, notamment de la presse ou autre, mais qui parfois est confronté à l'inattendu, à des événements. Et dès janvier, avec les événements de Charlie Hebdo, on a quand même tous senti qu'il se passait quelque chose d'extrêmement important et qu'on était là face à un événement qui, sans attendre le recul de décennies, était un événement historique. Donc là, effectivement, il y a de la part des archivistes qui savent que le web, Twitter encore plus, c'est fugace. La décision au sein du dépôt légal, à la fois à la BNF et à la fois à l'INA, de lancer des collectes d'urgence. Alors, ça se lance quand? Je vais vous donner un exemple très concret qui est celui des événements qui ont entouré le Bataclan. Vous vous souvenez notamment que ces événements ont lieu le vendredi soir. Or, le vendredi soir, les locaux, par exemple, de la BNF sont fermés et inaccessible. Donc on lance pas une collecte d'urgence, on va pas pouvoir modifier les serveurs, etc. À 23h un vendredi soir. Et une partie effectivement déjà des sources peut être perdue. Les tweets notamment sont des choses extrêmement éphémères. Alors du côté de l'INA, il y avait l'expérience déjà. Pardon. Twitter, il n'y a pas moyen de récupérer des tweets si on met pas un mode enregistrement au moment où ils sont publiés? Alors si, il y a des moyens, ne serait-ce que payer à Twitter pour racheter des collections. Parce qu'ils les ont, les archives. Voilà. Mais c'est des collections extrêmement onéreuses. Et là, on parle de millions de tweets et ce que font normalement la BNF comme l'INA, c'est de faire leur propre archivage. Et parce que ça, c'est un service qui existe chez Twitter, c'est quelque chose qui est prévu, ils vendent des collections, il y a des gens qui s'en occupent chez eux? Alors, il y a des gens, documentaliste, il y a des services, il y a de l'archivage, et on dit aujourd'hui que Facebook, Twitter, etc. sont finalement les plus grands archivistes de nos mémoires numériques. En fait, c'est le truc, c'est que pour accéder au contenu en temps réel sur Twitter, il y a des API, il y a des choses qui permettent d'aspirer finalement en temps réel ou avec quelques heures de décalage le contenu. Mais après, ces API ont un périmètre limité, notamment sur le temps réel. Et en fait, pour avoir accès
à la même finesse de recherche que ce qui se passe en temps réel. Là, il faut payer pour avoir plusieurs jours, plusieurs mois parce que les tweets, ils sont dans les serveurs de Twitter. Ils remontent avec des moteurs de recherche, notamment. On peut retrouver des tweets de 2006. 2006, non, c'est peut-être un peu trop tôt. Mais bref, voilà. Et il faut payer si on veut avoir accès à finalement un gros moteur de recherche, quoi. Ouais. Et alors par ailleurs, du côté des États-Unis, il y a un archivage de Twitter également qui est fait par la Library of Congress, mais évidemment après on s'échange pas, les données dans tous les sens. Donc côté BNF et INA, il n'y avait pas ce souhait de racheter des collections, mais bien de faire leur propre archivage maison. Erwan l'a très bien dit, il y a une solution, c'est de passer, et c'est ce que fait l'INA, parce que la BNF et l'INA ne collectent pas Twitter de la même façon, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais en gros, du côté de l'INA, on passe effectivement par l'interface, ce qu'on appelle l'API, pour collecter. Si on attend 3 jours, on aura effectivement perdu une masse d'informations. Si on lance la collecte en temps réel, on peut malgré tout aussi perdre des informations parce qu'on est limité dans la collecte gratuite à 1% du total des flux mondiaux à un instant T. Or, au moment du Bataclan, ça dépasse les flux, le nombre de tweets dédiés à ces événements va sur plusieurs heures, en tout cas, dépasser ce pourcentage. Donc évidemment, ça c'est un problème pour le chercheur ensuite, s'il veut faire des statistiques ou des tas de choses, de se dire, bon, on a une énorme collection, mais malgré tout, elle n'est pas forcément exhaustive. Et alors, l'autre difficulté, c'est aussi de savoir ce qu'il faut suivre. Parce que en temps réel, l'archiviste doit prendre la décision au soir même des événements, de savoir s'il va suivre un hashtag qui peut être Bataclan, qui peut être Pray for Paris, fusillade ou autre. Et c'est comme ça qu'à la BNF et à l'INA, par exemple, en janvier, il y a eu des choses archivées, des Je suis Charlie, mais notre collègue Romain Badoir, qui travaille au sein aussi du projet ASAP, lui a étudié le Je ne suis pas Charlie, qui n'avait pas été suivi et donc pas collecté. Donc on peut aussi avoir des lacunes, mais qui sont normales dans ces décisions en temps réel. Et alors je rajoute un tout petit dernier point, c'est que certains ont pris des initiatives privées aussi d'archivage. Je pense notamment à un Canadien qui est Nick Ruest, qui a lui aussi archivé au moment de Charlie et au moment des événements autour du Bataclan Twitter, et il a relevé ce qu'on appelle les ID, les identifiants. Et à partir de ces ID, il est aussi possible de retrouver des tweets. C'est ce qui permet aussi éventuellement de compléter des collections. Il a fait un tableau d'index en fait finalement avec tous les ID des tweets concernant le Bataclan. Et du coup, l'INA a repris ces éléments en disant nous on récupère pas les tweets eux-mêmes collectés parce qu'il y a un risque, c'est la question de l'authenticité, c'est la question. Par contre, à partir de ces identifiants, on peut nous-mêmes retrouver un certain nombre de tweets. À la source. Voilà. Et les collecter, les archiver. Comment on choisit les tweets qu'on va enregistrer, qu'on va collecter? Est-ce que c'était... si c'est sur mots-clés, ça se limite quand même beaucoup aux gens qui pensent à utiliser le bon hashtag Alors oui, en fait, c'est des décisions, c'est de la curation dans ce cas-là humaine. C'est-à-dire que là, on a par exemple le responsable du dépôt légal du web de l'INA, Thomas Drujon, qui le vendredi soir, à partir de 23h et quelques, prend l'initiative de dire, on va archiver tel et tel hashtag. Et effectivement, il y en a qui vont passer à la trappe. Par contre, il faut savoir aussi que depuis 2 ans environ, côté INA, côté BNF, j'ai du mal à le dater, mais c'est très récent aussi, on suit un certain nombre ou on archive un certain nombre de comptes Twitter. Dans le cas de l'INA, par exemple, comme leur périmètre de dépôt légal du web est lié à l'audiovisuel, ils suivent notamment beaucoup de comptes de journalistes. Et là, ils ont un suivi de comptes réguliers qui fait aussi apparaître des réactions, d'autres mots-clés. Donc en croisant toutes ces sources, avec en plus l'archivage du web classique, par exemple celui à la BNF de la presse, on va trouver une multitude en fait d'informations, de sources. La BNF suit aussi des comptes officiels, gouvernementaux, etc. Donc voilà, on n'a pas que le hashtag Je suis Charlie ou hashtag Bataclan, on va retrouver aussi d'autres éléments épars au fil des collections plus classiques. Et là, donc en fait, le corpus de contenu web, parce qu'il n'y a pas que Twitter, mais il y a tout un corpus.
Est-ce qu'il est satisfaisant sur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore 2 ans plus tard la possibilité de un an et quelques plus tard la possibilité de l'améliorer, ou maintenant on a le corpus de ce qui s'est passé en temps réel et on va travailler dessus pour en extraire des choses? Alors, est-ce qu'il est perfectible? Je crois qu'il y a eu un vrai travail qui a été fait pour compléter justement ce corpus. Il y a eu des appels aussi à des correspondants étrangers. La Bibliothèque nationale de France a aussi fait elle-même remonter un certain nombre d'URL et de collectes qu'elle avait faites vers ce qu'on appelle Archiveit, qui est lié à la Fondation Internet Archive et qui a fait aussi une méta-collection croisant des retours de pays comme le Danemark, la France et d'autres. Donc on a vraiment plusieurs fonds extrêmement riches. Il faut imaginer quand même que, ne serait-ce que pour les tweets, on est à 9 millions pour Charlie Hebdo côté collecte de l'INA seulement, et plus de 11 millions côté Bataclan. On a, pareil, des résultats d'archives du web qui se comptent en millions côté BNF. Alors, on n'est pas forcément exhaustif, mais enfin, je dirais que, pour l'historien, pour le sociologue, etc., on est largement dans des corpus qui sont moins représentatifs, si ce n'est exhaustifs. Alors, oui, Camille. Non, j'ai une petite vidéo de Lina que vous m'avez transmise où il montre un petit peu la masse de tweets qu'ils avaient collectés. Oui, et aussi la répartition, comment les hashtags vont évoluer. Alors, on a un collègue qui travaille dans un autre projet que le projet ASAP, parce qu'il faut rappeler que ce projet, il est aussi né de l'appel du président du CNRS, Alain Fuchs, au lendemain des attentats à la communauté scientifique, et que le CNRS a financé soixantaine ou peut-être davantage de projets. Là, on voit l'importance du tag porte ouverte, du hashtag porte ouverte Et justement, donc un de nos collègues qui, lui, coordonne le projet REAT, qui est Jérôme Truc, qui a écrit un livre qui s'appelle Sidération, qui est sociologue des attentats, s'est penché sur l'évolution de ces hashtags, en montrant notamment comment des hashtags assez factuels, fusillade, Bataclan, sont remplacés peu à peu par le Pré-Fort Paris, qui en fait, il a pu le remonter dans les tendances des hashtags, vient beaucoup des États-Unis. On le voit aux horaires auxquels il va apparaître, on le voit aux top mentions. Il nous a montré que c'est notamment Justin Bieber et d'autres qui ont popularisé ce Pré-Fort Paris. Et donc voilà, donc cette vidéo, elle nous montre aussi l'évolution à travers le temps de l'utilisation. Là, il y a les Américains qui sont allés se coucher. Oui. Le Pré-Fort Paris s'en va. Ouais, enfin, il peut pas tout, il s'en va pas tout à fait quand même, il reste bien, mais il a failli partir. Il a failli. Voilà. Et alors ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est donc réalisé par l'INA, et ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ces deux institutions, la BNF et l'INA, vont pas collecter et s'arrêter là et laisser dormir en gros les archives. En tant que chercheur face à ces millions de ressources, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas les prendre sous le bras et partir avec, les traiter à la maison. Donc il faut que les institutions, ou en tout cas les institutions choisissent, qu'il faut, rien ne les y force, mais de mettre en place des outils pour la recherche, sous forme de timelines, de possibilités de faire des recherches plein texte, des nuages de mots. Bon, là, c'est une réalisation de Zeynep Pelivan au dépôt légal du web. Mais voilà, ils nous fournissent aussi de quoi travailler sur les données, sur les métadonnées, de les croiser, de les exploiter. Et donc l'objectif là personnellement, ton travail au sein d'ASAP, pourquoi on a fait appel à toi et c'est quoi comment est-ce que tu as travaillé sur ce corpus Alors, je souris parce que c'est comment on a fait appel à moi. On n'a pas fait appel à moi. C'est moi qui ai candidaté, qui ai répondu au contraire à un appel. Alors, je crois qu'on a tous été, en tant que citoyens, en tant que, touchés de toute façon par ces événements. Et c'est vrai que l'appel du président du CNRS disant à la communauté scientifique, on lance un appel, mobilisez-vous. Proposez-nous des recherches sur ces questions qui vont des phénomènes de radicalisation au traitement médiatique, mais pas seulement, numérique, des attentats et à plein d'autres sujets. Il a suscité une mobilisation de la communauté. Pour nous, et je suis pas seule dans ce projet, il y a toute une communauté derrière de recherche et des partenariats, alors à la fois avec la BNF, avec l'INA, mais aussi avec des collègues européens qui s'intéressent à ces questions. Niels Brugger au Danemark, spécialiste d'archivage du web, Jane Winters en Grande-Bretagne,
qui a fait une étude très intéressante sur ce qui restait des archives des attentats de Londres. Les Portugais avec Arquivo.pt .pt qui ont aussi des archives qui contiennent des éléments qui touchent à ces attentats liés à des contenus portugais. Donc tout ça, ça a fait une équipe. Alors qui a proposé quoi comme projet? Pour nous, une partie de l'équipe reste quand même profondément historienne, et ce qui nous intéresse, c'est aussi ce qu'on lègue à l'histoire. Alors qui proposait justement de revenir sur ces archives, de documenter leur constitution et de répondre à toutes ces questions que vous posez, c'est-à-dire à quel moment on décide de collecter, comment ça se passe, avec quelles limites, quels sont les biais, comment sont construits les outils, pour laisser des traces aux futurs chercheurs qui ont besoin de connaître un peu cette fabrique de l'archive du web et de Twitter. Et puis l'objectif ensuite, ça a été vraiment, j'utilise le terme un peu de trading zone, c'est une expression de Peter Gallison qui dit en gros c'est une zone d'échange où tout le monde n'a pas le même vocabulaire, les mêmes normes, et on essaye de construire ou de co-construire ensemble. Il y avait cette idée que les institutions avaient besoin de retour sur les outils qu'elles bâtissaient, et que nous, on avait besoin de leur expertise aussi pour fouiller toutes ces collections. Donc c'est aussi, voilà, c'est pour préparer, entre autres, pour préparer le travail des historiens à venir, parce que c'est vrai que voilà, il y a aussi le temps de l'histoire qui est un temps différent du temps d'archivage, du temps de Twitter en fait. Est-ce que la BNF et l'INA en ont déjà retiré des enseignements justement de... Alors oui, dans nos échanges, absolument. Je donne un exemple très très concret qui est venu. Ils ont fait des ateliers, on a travaillé avec eux, on a échangé, on a posé des questions. Ça les aide aussi à savoir comment développer des outils, parce que développer des outils pour la recherche sans aucun chercheur qui les utilise et sans aucun retour, c'est un peu embêtant. Alors bon, notre but c'était pas que de documenter. On a bien sûr fait des recherches moi j'avais commencé notamment à travailler sur le Je suis Ahmed, qui cherchait à voir si via Twitter, la mort de ce policier au moment des événements de Charlie Hebdo était reliée plus au fait qu'il soit justement policier ou musulman, s'il y avait eu une instrumentalisation de sa religion ou pas au moment de son décès. Donc on a fait des recherches, on a fait des retours, et ils ont adapté. Alors un exemple très concret, au départ, l'INA avait enlevé des tweets les émoticônes, en tout cas ne les faisait pas apparaître. Ils travaillent sur les données, ils considèrent un tweet comme un ensemble de données, donc c'est pas des screenshots, c'est vraiment données, métadonnées qui sont mises ensemble. Et les émoticônes n'y étaient pas. Ils les avaient, mais ils n'étaient pas affichés. C'est une grosse perte d'information, ça. Alors pour eux, ça ne l'était pas forcément au départ, c'est-à-dire qu'ils avaient des tas d'autres choses, nombre de retweets, langue, plein de données de métadonnées. Mais ça, et effectivement, c'est notamment Louise Merzo qui s'intéresse énormément aux cultures visuelles et à ces aspects, et d'autres qui ont dit mais nous ça nous manque effectivement, parce qu'on a aussi envie d'avoir cette culture visuelle. On se rappelle que de nombreux tweets étaient bourrés d'émoticônes justement, et que ça disait aussi beaucoup. Et donc l'INA a réintroduit. Le même texte peut être compris de deux manières différentes selon le smiley, qui peut le transformer en tweet ironique qu'on aurait pris au premier degré sinon. Ouais, tout à fait. Et puis il y avait effectivement, c'est intéressant aussi pour étudier, toutes ces formes d'expression de l'émotion, d'avoir ces émoticônes. Et donc ils l'ont réintroduit. C'était pas compliqué à faire. C'est juste, au départ, ils n'étaient pas sûrs que ça soit très utile pour nous. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais on pourra en citer des dizaines. Et ça va durer encore combien de temps ce travail de ASAP Alors déjà, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, est-ce qu'on peut améliorer les collections? Je voulais, et ça m'est sorti de la tête, mais dire que, en tout cas, elles continuent à se compléter. C'est-à-dire que ces hashtags qui ont été collectés, Bataclan, etc., continuent, en gros, aujourd'hui à être archivés. Donc, un an après, ou au moment des commémorations, etc., on peut voir la collection se compléter. Donc ça, c'est intéressant de se dire qu'en gros, et les collectes, elles se sont pas arrêtées 3 jours après. Elles ont continué au fil des mois, en disant, le temps de l'événement, justement, c'est pas 3 jours ou c'est pas une nuit. Alors notre projet ASAP, il était financé sur l'année 2016. Ça veut dire normalement, en gros, c'était enclenché des efforts. Évidemment, une fois qu'on a commencé, on n'a plus envie de s'arrêter. Surtout qu'on est loin d'avoir, on n'aura jamais un traitement exhaustif de toute cette matière, mais on est loin d'avoir fini le temps de rentrer dans les coulisses, la fabrique. Maintenant, on veut aussi sortir les résultats. Donc, il va se poursuivre. Alors, sur une durée indéterminée, 2017, on continue à fouiller, à communiquer aussi sur ces collections, à les faire connaître, à expliquer
en France et à l'étranger, parce que c'est quand même vraiment quelque chose qui a été extrêmement bien mené par ces deux institutions et qui n'a pas beaucoup d'équivalents étrangers. Mais surtout, ce qui est super intéressant aussi, c'est un rapport très différent à l'histoire, parce que c'est vrai que l'histoire, on voit l'histoire du XXe siècle, on connaît la géopolitique, les dirigeants, les décisions. Et puis là, en fait, c'est aussi une histoire du peuple, de comment est-ce que les gens ont réagi à ce qui se passait en temps réel ou après. Enfin, c'est vrai qu'il y a un changement. Moi, j'avoue, hein, je connais mes limites, hein, je suis pas du tout historien et j'y connais rien, mais j'ai l'impression aussi que ça change un rapport à l'histoire aussi, d'avoir tout ce corpus-là. Alors, c'est un témoignage de la réception de l'événement. Alors, attention, avec des biais quand même, c'est-à-dire que les utilisateurs, par exemple, de Twitter, c'est une population qui est quand même très spécifique. En termes de catégories socio-professionnelles, qui peut être aussi assez masculine. On a vu beaucoup de hashtags ou de mouvements qui ont eu du succès. On évoquait le Porte Ouverte ou d'autres, lancés par des journalistes, notamment par... Enfin, voilà, il y a une sociologie aussi particulière. Mais en effet, c'est une source différente qu'on croise toujours avec d'autres. On voit ce qui nous intéresse beaucoup dans le projet aussi, c'est de suivre les circulations transmédiatiques, c'est-à-dire comment la presse nourrit Twitter, Twitter nourrit la presse, de voir des images qui circulent et d'essayer de voir les généalogies de circulation d'un contenu entre les différents médias, les circulations aussi de fausses informations, les démentis, le temps de l'actualité, le temps de la communication. Donc, non, c'est effectivement. Et pour les historiens, justement, ce seront alors des sources intéressantes. J'aimerais en rajouter d'autres quand même, parce qu'on n'a pas évoqué ces traces, en gros. Finalement des gens entre guillemets ordinaires. Il y en a eu aussi beaucoup par les dépôts devant des lieux symboliques. Oui, on a vu qu'ils avaient été archivés aussi. Ça a été aussi collecté par les archives municipales. Et on a des travaux sur ces questions. J'ai évoqué Jérôme Tru qui travaille justement sur les deux, à la fois sur Twitter et à la fois sur ces dépôts et ces offrandes et ces papiers très concrets. Les travaux d'Hélène Foire aussi, qui elle étudie les registres de condoléances. Et voilà, donc on a aujourd'hui effectivement des sociologues, des historiens et d'autres qui se saisissent de ces traces ordinaires. Mais peut-être que vous connaissez cet ouvrage d'Arlette Farge qui s'appelle, alors je ne veux pas dire de bêtises sur le titre, Le bracelet de parchemin ou quelque chose comme ça, qui étudie chez les traces que l'on retrouvait sur les corps des décédés, qui étaient des gens du peuple, qui sont des petits papiers, qui étaient soit alors des papiers administratifs, soit des petits messages, et ça à l'époque moderne. Et donc voilà, on a toujours eu des traces, des petites traces comme ça qui permettent aussi de saisir par le bas les événements, mais pas évidemment avec des quantités aussi astronomiques. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas après faire du qualitatif et se concentrer sur quelques... Bien sûr. Bon, ça, c'est des choix de méthode. Bah, en tout cas, si vous pensiez que quand on écrit un truc sur Twitter, ça va et c'est emporté dans le néant, non seulement c'est archivé par l'INA et la BNF, mais en plus après il y a des chercheurs qui plongent dessus. Avec par contre des restrictions, il faut bien le souligner, il y a des enjeux éthiques de protection des données, etc. aussi. Donc on vous rassure, vous pouvez continuer à vous exprimer librement sans que voilà, la recherche en tout cas la recherche au moins vous traque et puis... Petite question générale sur le dépôt légal du web. Qui y a accès? Je suppose que c'est pas ouvert au grand public ou ça doit être très restreint? Alors, dans le cas de ces collections, en effet, là, il y a eu des dispositifs particuliers. Ça a été ouvert aussi parce qu'il y avait un aspect test à quelques équipes de recherche. Et on a travaillé là-dessus, mais les outils étaient en construction, etc. Donc, en effet, il faut justifier d'un projet de recherche pour avoir aussi accès à ces données sensibles. Dans le cas, plus généralement, des archives du web. Alors, il faut rappeler déjà qu'Internet Archive et sa Wayback Machine, qui existe, alors Internet Archive, depuis 20 ans, la Wayback Machine qui permet d'accéder aux archives depuis un peu moins, le moteur de recherche, mais ça c'est en ligne. Pareil pour les archives portugaises, j'évoquais Arquivo.pt, si le Portugal et le web portugais intéressent particulièrement nos auditeurs. Alors pour la France, il faut effectivement aller en bibliothèque, et en bibliothèque, à la Bibliothèque nationale de France de recherche, donc effectivement justifié d'une recherche. Il y a des emprises aussi en région qui permettent d'accéder à ces archives du web.
web. Après, il n'y a pas là-dessus de secret défense sur ces archives. Donc voilà, elles sont mises à disposition d'un public. Et quand je dis de chercheurs, ça peut être aussi de journalistes, d'étudiants, etc. Ouais. Ok. Bon, merci beaucoup. Eh ben, c'est moi. On va parler juste un petit peu avant de finir d'une perche à selfie très vieille. Voilà, ça tombe bien en fait, je me suis rendu compte quand j'avais fini de préparer mon podcast, je me suis dit oh c'est trop bien, j'ai un potager du web qui parle de trucs technologiques, historiques et ça va trop bien avec notre sujet du jour. J'adore quand ça colle comme ça. Bref, je vais passer pour une grosse contre-fric. C'est en fait de quand date l'invention de la perche à selfie? C'est une colle que je vous pose à tous les deux. Allez, 2011 12 13 N'importe quoi. Moi, je veux même pas connaître ce truc. Le terme selfie, c'est pas... Mais t'as pas besoin d'avoir inventé le terme selfie pour penser à faire une perche où tu mets ton appareil photo au bout pour faire des autoportraits. Ah, une perche à autoportrait, mais c'est totalement de différent. Quand date la perche à autoportrait? Je ne vais pas lire mes notes. Non, tu lis pas les notes. Je ne sais pas. J'en vois une qui essaye même pas. Et non, Camille me tend la perche et je la refuse, donc j'attends la... Oh, franchement, vous abusez. savoir. Ça date de 1983. C'est un brevet, c'est vieux, hein. Oui, c'est un brevet qui a été déposé par un japonais et il y a Minolta qui avait même fait la première perche à l'époque et tout ça. Mais 1983, mais regardez ce qui a été trouvé sur l'internet. Proč to nenapíšou v novinách? Je to riskantní, to víš co, kdyby... A ty se těšíš? Ano, mám k Praze vztah. Uvidím tatínka. Kde to mám, počkej. Tady, podívej, tatínek. Moment. Et là, elle sort la photo de la perche. T'as vu? C'est imprimé et elle la détache. Incroyable. Vidím, že myslíš taky na mě. Tak pá. C'est un film de science-fiction. Science-fiction. C'est trop fort. C'est un film de science-fiction tchécoslovaque de 1969 qui s'appelle J'ai tué Einstein Gentleman, réalisé par Oldrich Lipski. Et donc, J'espère. Et on peut le trouver en Blu-ray ou il est en entier sur YouTube si tu veux. Mais c'est un chèque. Incroyable. Et en mais c'est plus, elle rare quand même ce l'imprime. genre de ce genre de vision comme ça parce que là pour le coup il y a l'instantanéité, il y a tout en fait. Non mais ils ont combiné le Polaroid avec la perche à selfie. Et il y a l'aspect télescopique ils font- en plus, non? C'est pas... Ouais mais ça, elles le font déjà non? Oui, non, mais Enfin, dans le film, enfin, Oui, il y a oui, en vraiment, plus, il y a vraiment tout. Il y a Ah, c'est tout. trop fort. Bah, il faut commercialiser ce truc. Eh ben, merci Et alors, Camille pour cette pour la trouvaille. petite histoire, parce que c'est quand même on peut se demander pourquoi ça s'appelle J'ai tué Einstein Gentleman, je voulais juste dire. C'est l'histoire d'une bombe atomique qui fait pousser la barbe des femmes et leur empêche d'avoir des enfants. Donc, les Nations Unies organisent une réunion de crise et la solution qu'ils trouvent à ce problème de barbe, c'est de construire une machine à remonter le temps pour tuer Einstein et donc éviter le développement des bombes atomiques, puisque tout est de la faute d'Einstein. C'est bon, j'ai dû... Bon courage pour le visionner en tchèque en plus. Alors, je sais pas si ça me donne envie ou pas, en fait. Il faut Un que peu des deux. je prenne le temps de processer les informations, là. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. C'est trop riche. Ouais, c'est trop riche. Bon, bah alors... on va regarder des bébés sur ICAT, alors. Ouais. Et on finit avec une vidéo du zoo Taronga à Sydney, en Australie, qui a un couple de suricates. Les suricates s'appellent Nairobi et Maputo, j'adore quand on connaît le prénom des animaux, qui a eu sa 3e portée de bébé. Alors d'habitude, les suricates, ils naissent par 3. Ce couple-là, en l'occurrence, ils en ont eu 2 fois 2 petits bébés, et là, ils en ont fait 6, ce qui est absolument incroyable pour les suricates. Ils sont nés... Arrête. Ils sont nés le 7 Bienvenue dans le novembre. Suricast. Pardon. Ils sont nés le 7 novembre et ils ont commencé un mois après à se balader tout seuls. Regarde, il tient debout. Ouais, cute overload quand même. Voilà. Voilà. Douceur. C'est mignon. Ouais. Bon, encore merci Valérie Schaffer, c'était super.
Bah, Et merci puis, à vous. dans 3 ans alors. Voilà, dans 3 ans. Ou peut-être avant. Ou peut-être avant. Bah, volontiers. Oui, parce qu'en fait, on avait d'autres sujets à aborder, et puis voilà. Donc peut-être avant. Peut-être Voilà. avant, ouais. Quand vous voulez. Merci à vous deux. Merci. Salut. Ciao.